Mais d'abord, donc, on développe ce journal, Sophie Tussaud, et la une est donc marquée par les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Oui, des chiffres qui déçoivent, hein, Cédric. 173 000 créations de postes en août. On en attendait 217 000. Cédric Decoeur, on prend tout de suite la direction des États-Unis. Oui, direction Mescart Financial Service. Bonjour, Grégory Volokin. Bonjour Cédric. Et qu'est-ce qu'on se dit du côté de Mescart, de Wall Street, de l'autre rive de l'Atlantique, sur ce chiffre, effectivement, en deçà des attentes? Mais enfin, le mois d'août, ces dernières années, nous a souvent réservé des surprises, de mauvaises surprises parfois, corrigées souvent par la suite, non? Oui, alors d'abord la première chose, c'est que la première réaction d'un membre de la Fed, Lacker, il y a 5 minutes, a dit c'est des excellents chiffres. Et il a raison, ce pas des chiffres qui déçoivent du tout, au contraire. D'abord, il faut savoir que ces chiffres sont toujours révisés en hausse. Sur 17 ans, ils ont été révisés 15 fois en hausse, en moyenne de 60 000 emplois. Deuxièmement, il faut voir qu'on est au plus bas au niveau du taux de chômage à 5,1. C'est même une surprise, on attendait 5,2%. Il faut voir que le salaire horaire accélère plus rapidement que prévu. On attendait une hausse de 0,2%, on a 0,3% sur le mois. La même chose, ces chiffres de salaire horaire sont revus à la hausse le mois dernier. Et les créations d'emplois sur les 2 derniers mois sont revues à la hausse chaque mois de 45 000. Donc je ne veux pas vous contredire, mais en fait, non seulement les chiffres ne déçoivent pas, au contraire, ils vont tout à fait dans la direction d'une hausse des taux au mois de septembre. Et donc c'est ce que finalement redoutent les marchés, Grégory, c'est pour ça que... voilà, c'est pour ça que les marchés baissent. C'est pour ça que les marchés baissent. C'est des chiffres qui vont permettre, en tout cas si la Fed veut se baser sur des chiffres de l'emploi, d'utiliser ces chiffres pour pouvoir annoncer une hausse des taux. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokin, donc, qui nous répondait depuis Mescart Financial Services. On vous retrouve bien évidemment tout à l'heure, Grégory, pour continuer à suivre cette séance. On poursuit le journal. Sophie. Premier quart d'heure de cotation à New York. On retrouve Grégory Volokin chez Mescart Financial Service. Grégory, des chiffres de l'emploi qui ont un petit peu mis le feu au marché financier, et les investisseurs, je le sous-entendais en parcourant les indices européens, se disent que ça y est, là, Janet Yellen a toutes les armes en main pour remonter ses taux. C'est fort possible, parce que si on regarde le détail de ces chiffres de l'emploi, la seule chose qui pourrait être une petite déception, c'est le titre. 173 000 créations d'emplois, on attendait un peu plus. Maintenant, si on regarde toutes les autres données, elles sont toutes extrêmement positives. D'abord, il y a augmentation plus forte que prévu du salaire mensuel, avec 0,3% de hausse. Il y a une augmentation du taux de participation, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent, ce qui est une bonne chose. Il y a une augmentation de la durée du travail, ce qui est aussi une chose importante. Et 2 autres données, les chiffres des mois précédents ont été fortement revus en hausse, et il faut savoir que statistiquement, ce chiffre du mois d'août est toujours, pratiquement toujours, revu aussi à la hausse, et revu à la hausse en moyenne de plus de 60 000 emplois sur les 17 dernières années. Donc si la Fed avait besoin d'un chiffre de l'emploi qui puisse la décider à monter les taux, elle peut se satisfaire de ce chiffre pour prendre une décision. Malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui, l'emploi reste un indicateur aussi important que cela pour la Réserve fédérale américaine, ou est-ce que finalement l'inflation ou encore l'ambiance sur les marchés financiers ne constituent pas aussi des critères, des aspects que la Réserve fédérale américaine regarde? C'est une bonne question. D'abord, la Réserve fédérale, elle a 2 mandats. Un mandat, c'est le plein emploi. On pourrait dire, et je l'ai déjà entendu aujourd'hui de la part du responsable justement de l'emploi à la Maison Blanche, on pourrait dire qu'on a atteint le plein emploi aux États-Unis. C'est un des mandats de la Fed. Le deuxième mandat de la Fed, c'est de maintenir un taux d'inflation aux alentours de 2%. Maintenant, quand on regarde l'inflation, vous allez me dire, mais on est très loin de 2%. Mais ce qui compte, c'est pas l'inflation actuelle, c'est l'inflation à venir, parce que évidemment, on ne fait pas une politique monétaire pour aujourd'hui, on fait la politique monétaire pour le futur. Et les anticipations d'inflation sont en train de remonter, puisque en fait la principale raison qu'il n'y ait pas d'inflation aux États-Unis en ce moment, c'est la baisse ou le niveau très bas des cours de l'énergie. Et dès qu'on voit qu'il commence à y avoir une hausse au niveau des salaires qu'on voit aujourd'hui, ça fait remonter ces anticipations d'inflation. Donc les 2 données principales que la Fed regarde
peuvent l'autoriser à remonter les taux. Maintenant, la troisième chose dont vous parlez, c'est les marchés boursiers. Ce n'est pas du tout les mandats de la Fed de faire d'influencer les marchés boursiers, bien qu'ils le fassent évidemment chaque fois qu'ils font des déclarations. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça fait 5 ans maintenant de quantitative easing qui ont vraiment stimulé ces marchés boursiers et que la Fed maintenant, je pense, va estimer qu'au niveau en tout cas de ces marchés, elle a fait son travail et qu'elle doit vraiment appliquer ces 2 critères principaux, l'emploi et les anticipations d'inflation, et ça ouvre une hausse des taux. L'autre peut-être chose intéressante à regarder sur ces chiffres de l'emploi, Grégory, c'est de savoir ce qu'ils nous disent du cycle économique aux États-Unis, peut-être aussi pour savoir se projeter. Certains observateurs nous disent finalement aujourd'hui on est dans une situation très caractéristique du milieu d'un cycle économique. Est-ce que l'habitude que vous avez d'observer, de regarder cette économie américaine vous donne aussi un petit peu cette vision-là ? D'abord, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire le milieu d'un cycle économique. Si vous me disiez que le cycle dure 10 ans, est-ce qu'on est au milieu? Je comprends pas vraiment la question. Par contre, ce que je peux dire, c'est que on a vraiment récupéré en fait tout l'emploi qui avait été détruit pendant la crise, cette fameuse crise financière 2007-2008, puisqu'on retrouve exactement les mêmes niveaux d'emploi. Par contre, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que depuis 2007, les choses ont beaucoup évolué. Les compagnies sont beaucoup plus profitables pour beaucoup de raisons. Elles ont beaucoup rationalisé, elles ont éliminé des emplois inutiles. Donc ces compagnies gagnent plus d'argent, ont des meilleures marges. Les banques se sont totalement assainies aux États-Unis. Elles n'ont jamais eu depuis très très longtemps des comptes aussi à la fois propres et solides. Donc maintenant dire est-ce qu'on est en milieu de cycle? Vous savez, les cycles, ça dépend vraiment non seulement du pays dans lequel on est, les États-Unis, mais ça dépend aussi beaucoup de la demande et des autres zones géographiques. Et il faut aussi savoir en fait que les cycles ne sont jamais simultanés. On peut tout à fait avoir un cycle de croissance important dans une zone géographique et avoir un cycle récessionnaire dans une autre. Aujourd'hui, est-ce que les anticipations, est-ce que les paris, sans parler franchement de bookmakers, mais est-ce que les anticipations se sont ancrées sur septembre avec ces nouveaux chiffres, ou est-ce que l'avis est encore très partagé entre septembre et la fin de l'année? C'est trop tôt pour le dire. On le saura, je pense, d'ici lundi, mais on peut déjà dire que ces derniers jours, alors qu'on était à un niveau d'anticipation de 28%, donc 28% de paris sur nos hausses des taux au mois de septembre, on était déjà remonté hier soir à 35%. Ça m'étonnerait pas du tout quand on se parle la semaine prochaine qu'on retrouve déjà un niveau de 50-55%. Et je vais vous dire très franchement, même si ça semble un peu ridicule, si le marché chinois mardi ou lundi est en hausse de 5%, vous aurez de nouveau alors des anticipations de hausse des taux très élevées. Mais la Fed ne regarde pas le marché chinois, il faut pas rêver. Alors, on sort un tout petit peu de ces questions macroéconomiques et de cette obnubilation pour la Fed. Un petit coup d'œil aussi sur ce qui se passe du côté du business, du corporate, des boîtes qui occupent le devant de la scène aujourd'hui. De quoi parle-t-on sur les tables ? Il y a deux choses intéressantes. Il y a une acquisition d'une compagnie chinoise de leasing d'aviation qui achète une compagnie irlandaise qui s'appelle Avolon. On en parle ici aussi puisqu'elle est listée sur le New York Stock Exchange. C'est intéressant. Pourquoi? C'est ce qu'on voit maintenant depuis des semaines et des mois, c'est que en fait les Chinois sont encore en vie. Il ne faut pas enterrer la Chine, mais surtout sont en train d'investir de plus en plus en dehors de leur pays. Ils font une sorte de hedge puisqu'ils pensent que le yuan va continuer à s'affaiblir. Ils essaient qu'il s'affaiblisse. Donc des investissements à la fois structurels ou dans des compagnies ou dans de l'immobilier en dehors de Chine ne vont faire qu'augmenter. Et ça, c'est un côté très positif, je dirais, pour les économies européennes et américaines, d'avoir ces capitaux chinois qui vont venir tout simplement chercher à la fois de la stabilité et créer, je pense, de la croissance. Donc là, ils achètent une compagnie de leasing qui n'est pas rien, puisque c'est une compagnie de leasing d'avions qui travaille avec 56 compagnies aériennes au monde, parmi les plus grosses, dont American Airlines et US Air. Et puis il y a une autre opération intéressante, c'est BlackBerry. Alors BlackBerry, là aussi, il y a longtemps qu'on pense que BlackBerry est mort. Voilà, BlackBerry
n'est pas mort, puisqu'ils font non seulement ils font une acquisition d'une compagnie technologique qui s'appelle Good, mais cette compagnie technologique que personne ne connaissait, qui est pas tellement grosse, Good, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la sécurité sur le portable, sur les moyens de communication téléphonique. Et je regardais un peu leur liste de clients. Tout simplement, Good, ils ont 100% des banques aux États-Unis, 97% des compagnies pharmaceutiques, 90% des compagnies Internet. Donc, Good est une vraie compagnie qui va être déjà accrétive au compte de BlackBerry dès l'année prochaine. Donc, c'est intéressant de voir ce BlackBerry qui, en fait, n'arrive plus à vendre des téléphones, peut-être être en train de se transformer en compagnie d'infrastructures et en compagnie qui a aussi beaucoup de brevets. Oui, ça veut dire qu'il y a encore, voilà, l'histoire peut se poursuivre même s'il y a une mutation, parce qu'on avait effectivement l'impression que BlackBerry, et il y avait eu des rumeurs de vente, d'intérêt des uns des autres pour ce grand nom de la téléphonie, un petit peu, voilà, qui termine un petit peu une histoire à la Nokia, non? Oui, mais vous savez aussi comment l'histoire de Nokia s'est terminée. Elle s'est plutôt bien terminée quand même pour les actionnaires de Nokia qui se sont fait racheter par Microsoft, si je me souviens bien. Donc pour BlackBerry, c'est pas du tout impossible que de nouveau on reparle d'intérêt de la part d'autres compagnies qui pourraient à ce moment-là non pas acquérir un téléphone que personne n'utilise, mais des centaines ou même des milliers de brevets, et notamment de brevets justement au niveau de l'infrastructure et de la sécurisation des données. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire de cette tendance, d'abord sur les chiffres de l'emploi bien sûr, et puis du côté des quelques news business du jour. Merci beaucoup Grégory Volokin qui nous répondait depuis Mescart Financial Services du côté de New York. Coup d'œil sur les... Le chômage touche un plus bas depuis avril 2008 à 5,1%. Sur le front des créations d'emplois, il y en a eu moins que prévu, 173 000 au lieu de 220 000 pour Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Ces chiffres sont loin d'être décevants. Alors d'abord, la première chose, c'est que la première réaction d'un membre de la Fed, Lacker, il y a 5 minutes, a dit c'est des excellents chiffres. Et il a raison. C'est pas des chiffres qui déçoivent du tout, au contraire. D'abord, il faut savoir que ces chiffres sont toujours révisés en hausse. Sur 17 ans, ils ont été révisés 15 fois en hausse, en moyenne de 60 000 emplois. Deuxièmement, il faut voir qu'on est au plus bas au niveau du taux de chômage à 5,1. C'est même une surprise, on attendait 5,2%. Il faut voir que le salaire horaire accélère plus rapidement que prévu. On attendait une hausse de 0,2%, on a 0,3% sur le mois. La même chose, ces chiffres de salaire horaire sont revus à la hausse le mois dernier. Et les créations d'emplois sur les 2 derniers mois sont revues à la hausse chaque mois de 45 000. Donc je ne veux pas vous contredire, mais en fait, non seulement les chiffres ne déçoivent pas, au contraire, ils vont tout à fait dans la direction d'une hausse des taux au mois de septembre. Et donc c'est ce que finalement redoutent les marchés, Grégory, c'est pour ça que... Voilà, c'est pour ça que les marchés baissent. C'est pour ça que les marchés baissent. C'est des chiffres qui vont permettre, en tout cas si la Fed veut se baser sur des chiffres de l'emploi, d'utiliser ces chiffres pour pouvoir annoncer une hausse des taux. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York.